Viva Africa, bonsoir à tous. Fin de la première phase de cette CAN. On a, j'allais dire 8 qualifiés. On a 7 qualifiés sur les 8. On salue Patrick Boma qui vient de rejoindre et Philippe Doucet et Rigobert Song. Regardez le tableau avec un trou en bas. Congo, ça on le sait depuis quelques temps déjà, ce sera l'un des quarts de finale. Côte d'Ivoire, Algérie, sacré choc entre deux des grandes nations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tunisie contre le pays organisateur, la Guinée équatoriale. Et puis le Ghana contre soit la Guinée, soit le Mali. Il faudra attendre demain matin pour le savoir. On va bien sûr faire un point complet et sur les matchs de ce soir. Regardez le sommaire de cette qualification de la Côte d'Ivoire. Il a suffi d'un but, d'une petite victoire 1-0 avec un but du Stéphanois Gradel pour envoyer les éléphants en quart de finale. La joie des éléphants de Côte d'Ivoire, la déception bien sûr du Cameroun qui subit donc une désillusion. Ils étaient dans un groupe difficile et tout s'est joué sur un petit but également. Et puis un penalty qui permet à la Guinée d'ouvrir le score, de se qualifier à un moment donné. Il faudra finalement attendre car le Mali a égalisé. À pile ou face, ça se jouera à pile ou face demain. Nous parlerons de ce tirage au sort, de ce qu'il faut en attendre. Est-ce que c'était la bonne solution? Puis on reviendra bien sûr sur le succès de l'Algérie hier. L'Algérie qui a douté dans cette CAN, qui croit à nouveau et qui espère maintenant aller chercher cette compétition pour la deuxième fois de son histoire. Et puis on évoquera également le fameux choc à venir entre les deux Congos. D'abord on parlera du Sénégal qui règle ses comptes et qui règle son compte pour le coup à Alain Giresse qui est vraiment cloué au pilori par la presse sénégalaise. Et puis nous évoquerons, je vous disais-je, le futur quart de finale entre les deux Congos, entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Nous avons suivi, nous suivons et on le suivra jusqu'au quart de finale. Les deux Congos en inside, reportage bien sûr dans Viva Africa. Mais d'abord donc ce groupe qu'on a appelé d'abord le groupe de la mort, ensuite le groupe des nuls, parce qu'il y avait que des nuls. Et force est de constater que sur 6 matchs, 5 se sont terminés sur le score de 1 partout. On n'est pas passé très loin d'un nouveau 1 partout également entre la Côte d'Ivoire et Cameroun. Regardons le résultat et le classement de ce groupe avec la Côte d'Ivoire qui termine en tête avec 5 points finalement, grâce à cette petite victoire qui s'est dessinée aujourd'hui face aux Lions indomptables. La Guinée et le Mali, match nul. Le Cameroun qui n'a pas réussi à égaliser, ce qui aurait donné lieu à un tirage au sort intégral demain entre les 4. Revenons sur ce but, Philippe Doucet, vous allez renouer avec vos anciennes amours, avec la palette. Revenons sur ce but de Max-Alain Gradel qui, à la 35e minute, a décroché une frappe exceptionnelle. Oui, avec cette passe, on va dire millimétrée. En tout cas, là, il y avait une autre passe peut-être à faire. Gradel, l'appel de Doumbia est venu. En fait, ça va être l'inverse. Gradel va se servir de cet appel pour frapper. Et il a en plus la réussite que d'abord Nkoulou se jette. Et ensuite, Doumbia l'aide sans doute parce qu'il gêne la vision d'Ondoa. Donc finalement, l'appel de Doumbia était doublement utile. Il a fait une fausse piste. Il a permis à Gradel de frapper plus tranquillement, d'avoir un peu plus de distance par rapport à Nkoulou. Et en plus, il a éventuellement gêné Ondoa. Oui, c'est vrai que le petit temps de réaction d'Angoa qui est légèrement en retard, peut-être, c'est vrai que c'est lié à cet écran finalement involontaire devant. Oui, j'ai le sentiment qu'il est légèrement masqué au départ et ça ne lui permet pas de pousser sur ses jambes pour sortir ce ballon qui, dans l'absolu, il était capable de sortir. Mais là, je pense que cette course l'a vraiment perturbé. Même si la frappe était belle, réaction d'Hervé Renard dans Viva Africa, le sélectionneur français de cette équipe de Côte d'Ivoire, qui vient donc de se qualifier pour les quarts de finale. Il est avec Sébastien Dupuis. Je pense qu'on a bien quadrillé le terrain, grâce à une débauche d'énergie importante. Et je pense qu'en football, si on n'est pas capable d'avoir cette débauche d'énergie, on ne peut pas avancer. Maintenant, tout est possible. J'ai pour habitude de dire que la compétition commence vraiment en quart de finale. Avant, pour des équipes du calibre comme nous, c'est un échec de ne pas passer le premier tour. Maintenant, on rencontre l'Algérie qui est une très très belle équipe avec des joueurs offensifs impressionnants, capables de faire la différence. Donc ça sera difficile, mais quand on est en quart de finale, tout est permis et il faut prendre la revanche de 2010.
Hervé Renard, champion d'Afrique, on le rappelle, avec la Zambie. Invaincu depuis 13 matchs de CAN, de phase finale, hein, mine de rien. Exactement. Depuis 2010. Exactement. Qui continue de construire sa légende, Hervé Renard. Est-ce qu'on peut dire que, comme la plupart des sélectionneurs de cette CAN, Philippe Doucet, il était lui aussi sous pression médiatique, sous pression populaire? Il l'est complètement sous pression. Il a eu sans doute une petite maladresse vers le mois d'octobre-novembre, une maladresse de communication vis-à-vis de la fédération. Depuis, il est réellement sous pression. On le soupçonne de vouloir partir, on soupçonne la fédération de vouloir s'en débarrasser. Et on s'aperçoit que finalement, malgré tout, dans ce contexte un peu tendu, malgré tout, il s'en sort. On en parlera de Giresse tout à l'heure. Ouais. C'est pas le sélectionneur qui gagne ou qui perd la Coupe d'Afrique. On est quasiment sûr qu'il va partir après cette CAN. Si on a un sentiment humain sur sa façon d'être et le fait qu'il n'exprime pas le bonheur habituel qu'il a quand il dirige une équipe, on peut penser qu'effectivement les routes se sépareront après. Mais je pense que la fédération ivoirienne qui aime bien aller au bout des contrats, elle pour l'instant, elle laisse faire. Il a raison, Hervé Renard, quand il dit que quand on est une grande nation, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, ce qui compte, c'est surtout de ne pas perdre au premier tour. Et là, maintenant, ils vont se libérer, ces Ivoiriens, selon vous, Rigaud? Non, mais c'est vrai que, compte tenu un peu du langage de Hervé Renard aujourd'hui, c'est vrai que ça change par rapport aux 2 premiers matchs. On voit qu'aujourd'hui, il a plus confiance. Et ces matchs, les équipes comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est vrai que les premiers tours sont souvent des matchs assez compliqués. Il faut traverser ce tour pour aborder le deuxième tour. Et c'est là où c'est souvent plus facile. Parce que, vous savez, tout peut arriver lors des matchs du premier tour. Je ne sais pas si Jean-Jacques Amsalem peut nous remontrer la joie des Ivoiriens que vous aviez dans votre dos, Rigobert. Ce n'était pas du chambrage pour le lion indomptable que vous avez été, mais voilà, les Ivoiriens qui partagent cette joie avec leur public. Je voudrais juste qu'on dise un petit mot quand même sur le héros du jour, Max-Alain Gradel, qui a donc marqué ce but, parce qu'il était au centre d'un imbroglio lorsqu'Hervé Renard a décidé de le prendre. L'AS Saint-Etienne disait, c'est pas possible, il est out pour 4 semaines, 5 semaines. Les Ivoiriens lui ont fait faire une IRM aux Émirats Arabes Unis, ils ont dit, mais non, il n'a rien, on le prend. C'est encore pire que ça, Hervé. Moi, la veille du deuxième match donc, contre le Mali, j'avais des textos de Saint-Etienne en disant mais Gradel ne peut pas jouer. Alors je leur dis mais si, il a failli rentrer au premier match. Il se trouve que Gervinho est exclu et donc Renard a changé le changement, si j'ose dire. Mais il est bien évidemment apte. Il s'entraîne depuis Dubaï, depuis la période de préparation à Dubaï. Il est rentré au deuxième match, il a marqué et dans ce troisième match, il joue 90 minutes et il marque. Ça veut dire quoi? Que l'AS Saint-Etienne ne voulait pas qu'il parte pour d'autres raisons qu'une blessure? Alors ça c'est l'explication qu'on a eue quand Renard a appelé Galtier. Ils se sont un petit peu marrés ensemble et Renard l'a compris comme ça et Galtier a joué le jeu. Mais il y a une vraie incompréhension quand même de Saint-Etienne. La preuve, c'est que je recevais des textos, je vous dis, la veille du deuxième match, c'est-à-dire plus de 15 jours plus tard, ils ne comprennent pas que Gradel, on ne voit rien à l'IRM et qu'il soit en état de jouer. Ils ne comprennent pas. Ils pensaient qu'il avait un incident musculaire qui l'empêcherait réellement de disputer cette Coupe d'Afrique. Et Max-Alain Gradel a donc marqué le seul but du match ce soir, à la grande joie du peuple ivoirien qui fête ce succès ce soir. Réaction de Kolo Touré avec Sébastien Dupuis. L'un des grands artisans de cette qualification, c'est Kolo Touré. Kolo, l'essentiel est là. Ça a été dur, mais l'essentiel est là. Oui, c'est clair que quand tu joues une équipe du Cameroun, c'est sûr que c'est des matchs très disputés, c'est des matchs très engagés. Beaucoup de pression des 2 nations. Et pour nous, je pense que voilà, le groupe a été fort et ça a fait la différence. L'entraîneur a fait un boulot fantastique. Et les joueurs sur le terrain ont été très, très agressifs. On a été concurrents et je pense qu'on mérite bien cette victoire. On sent une montée progressive en intensité de votre équipe. C'est très encourageant pour la suite de la compétition, évidemment. Là, je pense que cette équipe de la Côte d'Ivoire a besoin de ce genre de match-là pour retrouver la confiance qu'elle avait avant. C'est toujours difficile de changer de génération. Donc ces jeunes-là, je pense, ont été fantastiques. Et moi, je pense que j'ai essayé d'aider les jeunes, mais tout leur revient. Et on a eu beaucoup de pression sur ce match, mais on a su la gérer. Et maintenant, il faut se concentrer pour le match prochain. Ça va être un match très déterminant, très difficile. Et ça va se faire au courage encore. Kolo Touré, il est inoxydable en fait, il n'arrête pas, il court tout le temps, il va jouer jusqu'à 50 ans. Non, j'adore le football et je prends du plaisir à jouer pour mon équipe nationale. Donc le football, c'est ma vie. Et voilà, j'essaie de
donner le maximum, surtout pour ma nation, parce que j'ai envie de gagner un trophée. Mais ça passe par beaucoup d'efforts et je suis content qu'on ait gagné ce soir. Kolo Touré, les Ivoiriens qualifiés, donc on rappelle qu'en qualification, ils étaient déjà dans la même poule que le Cameroun. Ils étaient derrière. Ils avaient été battus 4-1 à Yaoundé. D'où la déception des Camerounais. Avant de mettre en perspective, on va rester sur le match et regarder les quelques occasions que se sont créées les Lions indomptables. Sur le match, est-ce qu'ils vous ont déçus? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont manqué de réussite? Patrick Rigoberto. Sur cette action, on peut dire que Edgar Sali a manqué de finesse, même si le contrôle est très bon. Derrière, ça doit se jouer avec si c'est un joueur de grande classe, il a tout de suite extérieur du pied, mais bon, tout n'est pas Dennis Bergkamp qui veut. Ça, c'est une occasion, on ne va pas lui reprocher. Hein. Mais le Cameroun, pour moi, a manqué quand même de créativité. On n'a pas vu ce qu'on espérait voir, notamment avec un King Chonje quand il est entré, qui a essayé d'apporter un peu quelque chose de différent de la percussion. Et puis il y a eu un peu de maladresse comme sur cette occasion, juste avant la mi-temps, qui aurait permis au Cameroun de perturber encore la CAF avec le tirage au sort. Rigobert, on a noté le Cameroun ne s'en sort pas parce que c'est vrai que cette CAN ratée du point de vue des résultats, elle succède à une Coupe du Monde qui l'était également ratée. Vous étiez d'ailleurs encore dans les rangs en tant que manager du groupe. Est-ce que c'est une crise que traverse le foot camerounais ou pas, selon vous? Oui, on peut dire que c'est une crise, mais je pense qu'après la Coupe du Monde ratée au Brésil, il y a eu énormément de choses qui ont changé. Il faut reconnaître aussi que cette équipe, elle est refaite pratiquement à 80%, d'où la moyenne d'âge aujourd'hui de cette équipe est de 22 ans. Donc le Cameroun est reparti sur une base de construction. Ils sont à la phase de construction parce que, n'oubliez pas que nous allons organiser la CAN en 2019. 2019, c'est l'objectif, à domicile. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'équipe d'aujourd'hui... C'est loin 2019 quand même pour le Cameroun. Hein. Oui, c'est loin. Un peuple de footeux comme les Camerounais, vous pouvez pas leur dire attendez 2019. Il faudra préciser les propos de Rigobert Song. Le Cameroun a été tiré pour organiser. Dire que nous allons l'organiser, il faudrait encore se mettre au travail. Non. Les Ivoiriens travaillent sur l'hypothèse de 2019. C'est déjà acquis. Non, c'est pour revenir pour dire que cette équipe, je pense que malgré le fait qu'on a été éliminé, a quand même démontré du courage. Parce qu'elle a démontré quand même certains aspects qu'on ne voyait plus il y a quelque temps. Hein? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il a manqué un peu plus de réalisme, du jeu qu'on attendait d'eux. Mais moi, je reste quand même positif sur cette équipe. Philippe Doucet, Finke, il a survécu à la Coupe du Monde ratée, va survivre à cette CAN ratée? Finke avait été le seul à survivre à la Coupe du Monde. Tout le staff avait été modifié, les médecins avaient été modifiés, le manager général de l'équipe avait été changé. Finke avait résisté tout seul. Je pense que dans le climat qu'il va y avoir après cette élimination, parce qu'il ne faut pas se tromper, ce discours que tient Rigobert, on l'a tenu pendant plusieurs mois, l'équipe était en reconstruction. Et évidemment, quand la CAN est approchée, le Cameroun était redevenu le favori, comme d'habitude, Lions indomptables et compagnie. Donc ce sera reproché à Finke et il y a peu de chances qu'il résiste à la vague. Et ce qui lui sera peut-être reproché, on aime faire les polémiques et ceux qui ne jouent pas ont toujours raison, on a toujours tort de faire jouer ceux qui ne jouent pas, c'est peut-être de ne pas avoir fait assez jouer Clinton N'Jie, qui est rentré, qui s'est échauffé, on l'a vu pendant le direct sous les acclamations du public, qui est rentré à la 67e minute. Est-ce que ça va faire partie des débats, ça, Patrick Mboma, il fallait faire jouer Clinton N'Jie? Incontestablement, puisqu'on a mis la pression. On a vu en plus que Clinton a tenté beaucoup de choses. Il a été beaucoup plus entreprenant que ses coéquipiers en règle générale. Mais rien ne nous prouve évidemment que Clinton aurait qualifié à lui seul le Cameroun. Voilà, puis il va retourner à Lyon. Ça, les Lyonnais vont être contents, puisqu'ils ont perdu Lacazette, et ça va les permettre de revenir. Pas de réaction camerounaise, vous l'avez constaté pour l'instant. Ils sont très déçus, les Lions, ils restent terrés pour l'instant dans le vestiaire. On espère d'ici la fin de l'émission vous proposer des réactions du Cameroun. Une dernière info qui ne concerne pas le Cameroun, mais je vous la donne parce qu'elle concerne et Lyon, dont on vient de parler, et quelqu'un qui est d'origine du Cameroun, Samuel Umtiti. La chaîne espagnole La Sexta annonce ce soir qu'il est sollicité par le Real Madrid. Le Real Madrid serait prêt à faire une offre pour Samuel Umtiti. Il cherche un défenseur central pouvant jouer sur les côtés, gaucher, jeune, pas trop cher,
apparemment, Umtiti fait partie d'un des choix prioritaires du Real. Affaire à suivre. On rappelle que le mercato se termine très prochainement. On va en venir au deuxième. Limo avait beaucoup travaillé pour qu'il rejoigne les Lions indomptables, ce qu'il n'a pour l'instant jamais fait. Exactement. Il a choisi de jouer pour le maillot français, enfin de rester à disposition du maillot français. Il a joué chez les jeunes avec l'équipe de France. Parlons du deuxième match de cette poule. Guinée contre Mali à Mongomo. On va d'abord revoir ce qui s'est passé en compagnie de Joris Sabi. Et dans cette partie, Hervé, les deux équipes, les deux entraîneurs, Henri Kasperzak et Michel Dussuyer, savaient également qu'ils devaient marquer. C'est pour ça qu'on a eu un début de match très animé, notamment par Abdoulaye Diaby, titulaire surprise en l'absence de Bakary Sakho. Il rentrera en fin de match. Sakho, Abdoulaye Diaby, c'est le meilleur buteur du championnat belge. Avec Moucron, il est prêté par Lille et il est le Malien le plus dangereux en début de match. Il va y avoir une histoire de pénalty dans ce premier quart d'heure. D'abord un pénalty non sifflé, long ballon de Diakité, Sanko qui se trouve un petit peu et Monsieur Cordy qui ne siffle pas ce contact entre Fodé Camara et Moustapha Yatabaré. Pourtant le défenseur du Sili national écarte a priori avec le bras droit Moustapha Yatabaré qui n'en revient pas. Pas de pénalty, donc on est à la 11e minute. 2 minutes plus tard, il y aura un pénalty sur cette frappe d'Ibrahima Traoré. C'est Salif Koulibaly qui touche le ballon de la main. D'abord Monsieur Cordy, l'arbitre tunisien, ne siffle rien et c'est son assistant qui l'alerte sur cette faute de main du défenseur du TP Mazembe qui, vous le voyez avec sa main droite, bloque ce tir d'Ibrahima Traoré. Le pénalty, il va être magnifiquement transformé par Kevin Constant, l'ancien Milanais, aujourd'hui en Turquie au Trabzonspor, qui s'offre une panenka. Et ça continue, cette histoire de pénalty. Là, pour le coup, on est dans la continuité. 40 secondes plus tard, la frappe de Modibo Maïga, touchée par le coude, l'avant-bras de Baïsama Sanko, le Guingampé. Et Monsieur Cordy qui est cohérent dans ses décisions. Il a sifflé la faute de main de Salif Koulibaly, il siffle cette faute de main de Baïsama Sanko. Et c'est le capitaine, l'homme qui joue sa 7e CAN qui va se charger de ce pénalty. C'est Lou Keita. Il ouvre son pied gauche et c'est facilement capté par Yatara. Une frappe un petit peu molle du capitaine des Aigles. Il n'a pas assez ouvert son pied. C'est Lou Keita. 1-0 donc à la mi-temps pour la Guinée qualifiée. Le Mali avait bien démarré la première période. Il va encore bien démarrer la seconde période avec, encore une fois, Abdoulaye Diaby qui s'échappe sur le côté droit. Le centre est parfait. Et Modibo Maïga, le Messin, c'est lui qui permet aux Aigles d'égaliser dans cette partie. Il aura été l'un des meilleurs Maliens dans cette partie, Modibo Maïga, à la place de Sambou Yatabaré. Lui aussi sur le banc. Le but donc du Messin à la 48e minute. On le retrouve, Maïga. Il s'offre un joli dribble sur le côté gauche. Il trouve en retrait Ndiaye, la frappe bien détournée par Yatara. C'est le moment où les Maliens vont le plus pousser dans cette partie. Le tout début de seconde période. Après le but, ils ont pas mal d'occasions. Là, on est à un quart d'heure de la fin. Le coup franc de Sédou Keita, la tête de Wagué qui est tout seul. Wagué ici sur ce ballon, mais il décroise trop sa frappe. Il la touche très mal, cette balle de la tête. Et regardez à la fin du match, Sédou Keita qui demande à monsieur l'arbitre, alors on est qualifié, on n'est pas qualifié. C'est surprenant ces images. On a l'impression que tout le monde est éliminé, mais personne n'est qualifié finalement. Les deux équipes qui iront quoi qu'il arrive à Malabo, parce que c'est ici que se jouera le quart de finale. Et c'est ici surtout que se décidera le tirage au sort demain matin pour savoir qui ira en quart de finale, qui de la Guinée ou du Mali. Et avec ce score de 1 partout, il y avait grande chance qu'il ne soit pas qualifié. Et il aurait fallu qu'il y ait eu 0-0 sur l'autre match pour que les deux passent avec ce 1 partout. Pas de vainqueur, donc pas de vaincu. Il faudra attendre demain, Joris vous le disait. On va écouter Kevin Constant, le buteur guinéen aujourd'hui, et Henri Kasperzak, le sélectionneur malien. On aurait dû se terminer directement sur des tirs au but, vu qu'on est les deux équipes à avoir le même nombre de points. Non, c'est les règles, il faut les accepter. Ça sera vraiment difficile. J'espère sincèrement que l'équipe qui sera qualifiée, j'espère que ce sera nous. Mais j'espère que si jamais ça devait être le Mali, j'en souhaite bonne chance dans tous les cas. Surtout que vous avez les nerfs solides sur penalty, on a pu le constater. Une panenka, c'est gonflé dans un match aussi important. Non, c'est vrai que hier on a fait justement la séance de tir au but. Et j'ai essayé la panenka à plusieurs reprises. Maintenant, je l'avais déjà fait en club quand j'étais à Châteauroux, j'avais déjà effectué plusieurs fois la panenka. Je l'ai refait ce soir, ça a marché, tant mieux pour le collectif, tant mieux pour l'équipe. Maintenant, le plus important, comme j'ai dit, c'est de retenir surtout la prestation collective. C'est vraiment un effort de tout un groupe.
de tout un peuple. On tient aussi à remercier tout le peuple guinéen qui n'a pas pu venir ici en Guinée équatoriale pour nous soutenir. Donc un gros merci à eux de nous avoir soutenus depuis qu'on a créé. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes et voilà, j'espère que demain on sera récompensé de tous nos efforts. Justement, demain à 16h, vous serez où? Comment ça va se passer? Vous serez avec les Maliens peut-être? Comment vous allez vivre ça? Je ne sais pas si on sera avec les Maliens, mais une chose est sûre, c'est qu'on sera tous regroupés. On a hâte de découvrir le vainqueur, même si pour moi, c'est pas vraiment un vainqueur, parce que c'est sur un tirage au sort. On dira qu'on a hâte de découvrir le rechanceux. Maintenant, il y a beaucoup de pression, il y a encore beaucoup plus de pression qu'avant le match. Et on espère sincèrement qu'on pourra continuer cette compétition. Vous allez réussir à dormir ce soir? Ça va être difficile. Comme j'ai dit, c'est difficile d'accepter son sort sur un tirage. Donc, ça sera difficile ce soir de dormir. Ce sera vraiment difficile. Merci à vous. On est déçus. On est déçus parce que je crois que l'équipe a très bien réagi en deuxième mi-temps. Nous avons créé des occasions. On a eu des avantages dans les jeux. Et malheureusement, on n'a pas concrétisé des occasions qu'on s'est créées en deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, cette équipe malienne a confirmé ses qualités. Ses qualités pas uniquement footballistiques, mais aussi mentales. Moralement, je crois que les garçons, ils sont bien. En plus, cet état d'esprit de vaincre, parce qu'on a joué pour gagner ces matchs, c'est ça ce qui est bien dans cette équipe malienne. Ça va être terrible demain, ce tirage au sort. D'ailleurs, entre parenthèses, parce que ça aurait pu être un tirage au sort entre deux équipes sur deux terrains différents, mais là, c'était les adversaires directs. On aurait pu imaginer une séance de tir au but. Mais bon, les règlements ne sont pas non plus... On ne peut pas changer les règlements au fil des matchs, quand même. On ne peut pas les changer, mais on a quand même un protagoniste, qui est Kevin Constant, qui dit, lui, c'est dommage, on aurait bien voulu en finir. Donc ça doit être une solution absolument, au moins pour l'avenir. Ce ne sera pas le cas. Ça pose un vrai problème, parce que vous écrivez un règlement pour un seul cas. Si le Mali et la Guinée avaient été dans un stade différent, on n'aurait évidemment pas pu tirer les tirs au but. Non, ça serait plus difficile. Et du coup, là, on ne les fait pas, mais dans ce cas-là, on les fait. Ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait presque, à chaque fois qu'il y a un match nul, ça voudrait dire qu'il faut, à chaque fois qu'il y a un match nul dans ces compétitions-là, tirer les pénaltys à la fin en se disant, on ne sait jamais, peut-être qu'à la fin, ça comptera. Voilà. C'est quand même très compliqué. Alors, parlons de ce tirage au sort, puisqu'il aura bien lieu. Dans un premier temps, il devait avoir lieu ce soir, dans la foulée du match, et puis aux alentours de 20h40, donc juste avant les coups d'envoi, on a appris que ça changeait, que c'était demain matin. Pourquoi ça a changé, Philippe Doucet? Est-ce que vous avez des infos? Votre titre tout à l'heure, le pile ou face, ça c'était l'ancien tirage au sort. C'est-à-dire sur le terrain, entre Lyon et Angoulême en Coupe de France, ou entre l'URSS, la Yougoslavie à l'Euro, etc. On tirait la pièce directement, terminé, on décidait. Là, on fait de manière différente. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que les représentants soient présents. C'était difficile d'anticiper, il pouvait être à Malabo, il pouvait être à Mongomo. Et donc la CAF a décidé qu'il fallait que tout le monde soit présent. Donc elle voulait rapatrier, si j'ose dire, les représentants du Mali et de la Guinée à Malabo, récupérer les boules, parce qu'on va tirer les boules, c'est pas d'une pièce. Il y en a qui vont avoir les boules. Hein. Oui, mais on va tirer l'une des deux boules, celle d'un qualifié, l'un des qualifiés. Et voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Cela dit, en 88, c'était comme ça. Entre Algérie et Côte d'Ivoire, c'était le lendemain. François Zawi le racontait, effectivement. Alors, qui va tirer? Qui va être la main innocente? Est-ce qu'on a trouvé une main innocente en dehors de celle de Patrick Mboma? qui n'est pas là. Donc il ne peut pas être là à Malabo demain. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment ça va se passer. Les informations de la CAF sont pour l'instant liminaires. D'accord, c'est terrible. Comment ils vont vivre ce moment, les joueurs, les sélectionneurs? Ils ont le sentiment d'avoir fait ce qu'ils... Bon, ils n'ont pas fait assez pour se qualifier, c'est ce qu'il faut dire aussi, parce qu'ils auraient pu... ils avaient les moyens de se qualifier en gagnant l'un et l'autre. Mais bon, ça va être cruel quand même. Ouais, ça va être cruel. Ça va être cruel. On en discutait avec Rigobert à l'instant. En rantaine, on disait, mais ils vont faire quoi ce soir? Comment ils vont gérer le lendemain? Demain, ils vont mieux fêter la qualification ce soir. Hein, moi, à la rigueur. S'amuse, on sort, on se laisse aller. C'est terrible. Non, en fait, les deux équipes vont prendre un billet d'avion déjà pour l'endroit où éventuellement ils joueraient ce quart de finale, réserver déjà ça, ou réserver le départ directement sur l'Europe, c'est quand même particulier. Et ensuite, il faut penser aussi que les clubs aussi sont déjà à l'affût, hein, parce qu'il faudrait que les joueurs retournent rapidement dans leur club. Voilà. C'est clair. Une journée de perdu pour les clubs, c'est pas toujours... C'est ça, en fait, le tirage au sort va être fait par un entraîneur européen qui va venir pour dire, moi je veux éliminer mon équipe, alors, mon joueur doit être éliminé, je tire au sort. On serait peut-être pas en train de parler de ce tirage au sort si Seydou Keita avait marqué son penalty. Je voudrais qu'on vienne, parce que c'est un grand monsieur du foot africain qui joue sa 7e CAN, rappelons-le, et qui a raté ce penalty, ce ballon d'égalisation, alors que le score était de 1-0.
C'est une passe qu'il fait là au gardien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, ce qui lui est arrivé, moi, j'ai le sentiment qu'il a voulu tranquillement ouvrir son pied et la lever, certainement. Parce que le fait que ce ballon soit à ras du sol comme ça et quasiment au milieu, on me donne l'explication que son pied était mal ouvert et que, de toute façon, le gardien était parti du bon côté. Ah, un supporter heureux qui va arriver. Une supportrice. Hervé, non, Hervé. Ah, pas heureux du tout. Mais je suis pas heureuse, comment je suis heureuse? Comment tu peux me faire ça, Hervé, vraiment? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais hier, tu as pronostiqué la victoire du Cameroun. Non. Mais si! Donc moi, je te fais confiance. J'ai parié toutes mes économies. 49,95 € sur le Cameroun. J'ai perdu. Comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire? Je suis désolé. Non, mais c'est ta faute, non? Tu t'appelles bien Hervé Matou, non? Bah ouais. Mais c'est ça! On m'a tout pris, on m'a tout volé, on m'a tout dérobé, on m'a tout dépouillé, Matou. C'est toi! Comment je vais faire maintenant? Moi, avec l'argent, là, j'avais déjà prévu de me refaire une beauté, de m'acheter de nouveaux cheveux, des mèches. Tu vois, les mèches brésiliennes, vénézuéliennes, alsaciennes, des nouveaux ongles, des nouveaux cils. Maintenant, comment je vais faire, Hervé? Comment je vais faire? Hein? Allez, voir. Qui va vouloir de moi maintenant? Dites-moi, qui va vouloir de moi? Philippe Regardez-moi. Qui va vouloir de moi? Philippe Doucet, je pense, possible. Tu veux pas de moi? Ben non, on t'a perdu. Mais non, mais tu vois, qui va vouloir de moi? Qui va vouloir d'une femme chauve? Dites-moi, qui va vouloir d'une femme chauve? Regardez-moi. Regardez qui va vouloir de moi. Regardez-moi bien, qui va vouloir de moi? Regardez-moi là. Oh là là, moi sans perruque, on dirait Gervinho sans bandeau. Regardez. Qui va vouloir de moi? Regardez, qui va vouloir de lui? Qui va vouloir de lui? Non, bon, lui, c'est quand même un peu pire quand même. Hein? Oh, non, vraiment. Je vais faire une annonce. Femme chauve recherche homme fortuné et chevelu pour m'offrir chaque fin de mois des nouveaux cheveux. Les Brésiliens et les lesbiques, pardon pour répondre. Vraiment. Hey, Rico, toi tu regardes quoi? Là tu me regardes, on dirait que tu as des yeux de tireur d'élite. Hein? Toi, on dirait quand tu vois femme là avec ou sans cheveux, tu prends. Hein? Même femme avec calvitie, on dirait que tu prends. Hein? Tu sais Rico, moi j'étais fan de toi. Hein? Quand tu étais lion indomptable, tu étais le roi, tu étais mon roi, tu étais beau, hein? Oh, regarde, montrez. Oh, tu as vu comment tu étais beau là, regarde. Oh, le lion, tu étais protecteur. Le bisou. Un bisou. Mais bon, Patrick, ça, c'était avant, hein? Parce que regarde aujourd'hui comment tu es. Regarde aujourd'hui comment tu es. Aujourd'hui, tu es passé de lion indomptable à chaton très bien dompté. Moi, j'ai pas besoin de ça. Non, Patrick, c'est comment? Ah, oh, mais toi aussi tu es chauve, je suis chauve, on va faire des enfants chauves, ça sert à quoi? Oh non, c'est toi le petit Hervé, c'est toi. Non. Moi je veux pas mourir célibataire à cause de toi, Hervé, hein? Pas à cause de toi, non. Tu t'appelles Matou, je m'appelle Fatou. Donc si tu m'épouses, je vais m'appeler Fatou, Matou, c'est parfait. On va se marier. Appelez le pasteur, moi je bouge pas d'ici, hein? Appelez le pasteur, on va se marier. Oh. Moi, je ne m'appelle pas à cause de toi. Appelez le pasteur, on va faire le mariage maintenant, là. Il y a le pasteur qui arrive, là. Voilà. Non, laissez-moi, on va se marier. Allez, Matou, veux-tu prendre pour épouse, monsieur Matou? Oui. Matou, veux-tu prendre pour épouse, madame Matou? Oui. On est mariés. Bon, j'ai eu chaud, hein. C'est pas fini. J'ai pas fait de pronostic, hein. Vraiment, je ne fais jamais de pronostic, sur le principe. Bon, parlons du futur adversaire de la Côte d'Ivoire, l'Algérie. L'Algérie qui s'est qualifiée hier, ce que la presse algérienne, bien sûr, fête dans la liesse. Un sursaut héroïque pour la liberté. Des Verts comme on adore, dit le soir. Et puis, on est toujours là. Le buteur, c'est l'un des grands magazines de foot de l'Algérie. Mais ça peut changer, on sait, hein, dans les semaines qui viennent. Mais enfin bon, Christian Gourcuff doit être assez soulagé. Écoutez-le. C'est remis dans les rails, je pense. Bon, de toute façon, on fait abstraction des commentaires, mais pour nous, on est des compétiteurs, donc c'est déjà la pression de la compétition. On avait envie d'aller le plus loin possible et sortir de ces poules. On savait au départ aussi que ce serait un groupe excessivement difficile, ça s'est confirmé. Donc on est dans les, je dirais, on est dans les temps. On est dans les temps. Alors le fait qu'on nous catalogue comme favoris, c'est toujours les mêmes personnes qui nous placent comme favoris et qui nous descendent les premiers. Ça, c'est un phénomène classique. Slimani ne sera pas rétabli, toujours victime d'une élongation. Brahimi, ça va mieux. Est-ce qu'on peut encore parler de l'Algérie favorite dans un choc entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, Philippe Doucet? En tout cas, ce sera l'inverse de 2010, parce qu'à l'époque, l'Algérie avait renversé la Côte d'Ivoire, ce qui avait été une énorme surprise. Après prolongation, un très gros match à Cabinda à l'époque. L'Algérie
sera considérée comme favorite parce qu'on l'a entériné comme tel avant le tournoi, mais il faut noter que l'Algérie aurait aussi bien pu sortir en premier tour. Hein. Ça se joue à pas grand-chose sur le match de l'Afrique du Sud, et au bout de 2 matchs, ils auraient pu être éliminés. Sur le dernier match contre le Sénégal, on peut parler d'une maîtrise retrouvée, mais sur la fin de son parcours, c'est-à-dire à partir du match du Mali, on peut parler aussi d'une Côte d'Ivoire qui a trouvé, je pense, une nouvelle mentalité et qui montre d'autres choses avec un Gervinho qui va rentrer. Exactement, Gervinho qui a purgé sa suspension et qui sera de retour. Alors ce soir, il y a donc les Camerounais qui pleurent et il y a les Sénégalais également qui pleurent depuis hier soir avec un homme qui est montré du doigt de manière extrêmement violente. C'est Alain Giresse. Le Giresse bashing est devenu vraiment le sport à la mode pour la presse sénégalaise. Reportage de Vincent Raduro avec Cyril Domanico. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alain Giresse en conférence de presse hier soir après le match, les yeux dans le vague, l'air complètement perdu, abattu par l'élimination et par la violence des questions des journalistes. Déprimé, comme l'ensemble de ses joueurs un peu plus tôt, ou comme ses supporters massés sur une place de Dakar. Comment en est-on arrivé là ? Le Sénégal était en tête du groupe avant ce dernier match, avant cette défaite face à l'Algérie dans le stade de Malabo. Une défaite 2-0 combinée à la victoire du Ghana sur l'Afrique du Sud, et le Sénégal est éliminé, victime des défaillances d'une défense remaniée. Tout le monde dormait, on ne s'est pas parlé. Le mec il part tout seul de derrière, et même sur le deuxième but aussi, sur un dégagement tout bidon, on encaisse des buts. C'est dommage, il suffisait juste d'être concentré jusqu'au bout et on avait tout pour passer, mais voilà, on n'a que des regrets aujourd'hui. Beaucoup de regrets, mais aussi des promesses. Il ne faut pas oublier que le Sénégal est toujours en reconstruction. Notre premier match, on a gagné, tout le monde était content. Donc il faut avoir le cœur d'accepter quand on perd. On n'a pas démérité aujourd'hui. Mais pour les journalistes sénégalais, le premier responsable, c'est le sélectionneur. S'il vous plaît, merci. Alain Giresse, au cœur de la polémique, à l'épicentre de la colère. Le culot qui vous a manqué durant cette compétition, est-ce que vous allez l'avoir aujourd'hui pour pouvoir démissionner bien avant d'arriver au 8 février, à la fin de votre contrat? Si vous parlez de la situation contractuelle, je suis en fin de contrat. Allez-vous démissionner ou pas? C'est ça la question. J'ai fini mon contrat. Je l'ai terminé. Je pense que la réponse est assez claire. Non, manifestement, ça n'est pas clair pour tout le monde. Coach, à cause de vous, aujourd'hui, le Sénégal est éliminé. Tout le monde a douté de vos capacités et de vos compétences. Aujourd'hui, vous l'avez prouvé. Est-ce que, encore une fois, en bon Girondin, vous allez encore une fois postuler pour continuer au destiné du football sénégalais? J'ai répondu déjà à la question. Oui, je crois que la réponse était claire. Oui, aussi clair que les unes de la presse sénégalaise ce matin. Alain Giresse est coupable et condamné sans appel, en photo, dans les titres, dans des jeux de mots beaucoup douteux. Le sélectionneur est cloué au pilori. À la une de la Tribune Sport, par exemple, on n'hésite pas à faire un rapprochement avec « Je suis Charlie ». Sauf qu'ici, le pauvre Giresse devient « Je suis Charlot ». Bref, il y a tout de même beaucoup d'injustice dans cet acharnement. Quand j'ai pris le Sénégal, quand je suis arrivé, et la situation où ils étaient, les amener à la CAN, gagner des matchs à la CAN qu'ils n'avaient pas gagné depuis 2006, je veux dire, c'est aussi du progrès. C'est des années, 2 années de travail, des mois de travail, où quand même il y a eu des choses qui ont été faites et qu'on a l'impression que rien n'a été fait. Pourquoi vous n'avez pas envie de prolonger? Parce que ça sera invivable. Parce que l'entraîneur que je suis est un homme à abattre. Il fait front, Alain Giresse, devant nos caméras. Clairement, l'histoire va s'arrêter entre le Sénégal et Alain Giresse. On a la critique, le droit à la critique existe et on n'est pas du tout en train de défendre Alain Giresse parce qu'il est français, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ce lynchage est assez choquant, cette violence. On a l'impression d'avoir un homme à terre qu'on continue de piétiner. C'est le sentiment que ça vous donne, Patrick Mboma? Oui, moi, la violence, alors elle ne me surprend pas. Mais c'est vraiment l'intensité, c'est-à-dire c'est tout de suite, là en conférence de presse, c'est des mots durs. Il y a eu la même chose pour Finke avant d'être éliminé. Avant même le match, ouais. Je trouve ça à la limite agaçant. Hein. On peut ne pas être d'accord avec le choix d'un entraîneur, mais en termes de timing, alors beaucoup diront que oui, vous savez, quand les Blancs arrivent chez nous, on dit que ce sont des génies et finalement ils ne le prouvent pas. Il a quand même le droit à l'échec et le Sénégal était quand même
dans une période de transition très et dans un groupe très quand il est compliqué. arrivé, ouais. Et Rigobo, une petite réaction peut-être sur ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Non, mais c'est choquant. Hein. Je reviendrai un peu à ce que disait Patrick. On l'a vécu hier aussi avec Finke, où les gens... Je pense qu'à un moment donné, on sort complètement du cadre du sport. C'est-à-dire ça revient à autre chose. Mais à partir du moment où déjà Alain Giresse n'avait pas sélectionné Denbaba, forcément, il fallait s'y attendre qu'il pouvait avoir un retour de situation. En un mot, Philippe, pour qu'il y ait une haine à ce niveau-là, on se dit qu'il y a d'autres choses que les choix sportifs qui se jouent, non ? Il y avait toujours des rapports compliqués ? Il y a eu effectivement une dégradation des rapports il y a déjà assez longtemps. L'exemple de Dembaba n'est pas un mauvais exemple. Giresse l'a pris. Toute la presse tombait sur Dembaba en disant il ne marque pas un but en sélection, qu'est-ce que c'est que ce joueur, machin, etc. Giresse le prend plus. Tout d'un coup, la presse dit mais quand même, on ne prend pas Dembaba, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, c'est incompréhensible, etc. Ça a été un jeu sans arrêt dans ce sens-là. Ce n'est qu'un exemple, mais je pense qu'Alain Giresse, au bout d'un moment, n'avait plus confiance dans la presse locale. Il avait compris que ce n'était pas la peine, donc il ne faisait que des conférences de presse. À partir du moment où il n'a plus parlé aux journalistes en lettres directes, il s'est mis la presse à dos définitivement. C'est très compliqué à gérer, très compliqué. C'est un pays très compliqué. C'est un pays qui se croit un grand Afrique. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont à 8 minutes de la qualification dans un groupe où il y a l'Algérie et le Ghana. C'est pas si mal. Hein. Ouais. C'est pas si mal. Et on rappelle que dans les quarts de finale, il y aura donc ce derby entre les deux Congos, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Ce sera samedi, ce match, samedi à 17h sur Canal. C'est un vrai derby entre deux voisins. Regardez ce sujet signé Laurent Dupin avec les images de Guillaume Pivot et Théo Schuster. Ça ne reste que du foot, mais c'est en train de monter d'ici samedi. Reportage. Dans les rues de Pointe-Noire au Congo, sur les avenues de Kinshasa en République démocratique du Congo, la qualification pour les quarts de finale a enthousiasmé les deux pays. Deux pays limitrophes, avec deux capitales voisines, seulement séparées par un fleuve. C'est un peu le match de cette CAN, parce que voilà, on sait très bien, c'est un match particulier, c'est comme un espèce de petit derby entre les deux Congos. Donc voilà, c'est surtout un match à ne pas perdre. La RDC s'est qualifiée pour les quarts de finale après 3 matchs nuls dans le groupe B. Cette affiche inattendue entre Congolais est une première depuis 41 ans en match de phase finale. Personne ne pouvait s'attendre à ce qui est cette confrontation. Il n'y a pas vraiment une grosse rivalité. Je crois qu'on est frères. Franchement, il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Mais Brazzaville, Kinshasa, c'est la même population, c'est la même ville. Nous, sur le terrain, on va se focaliser sur le quart de finale avec l'envie de passer. En face, le Congo est l'équipe surprise de ce tournoi. Le pays n'avait pas gagné un match en phase finale de la CAN depuis 41 ans. Il en a remporté 2 en l'espace de 4 jours. Victoire 1-0 face au Gabon. Succès 2-1 contre le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique en titre. Le parcours du Congo a des allures d'exploit pour une équipe sans expérience, contrairement à son sélectionneur Claude Leroy, qui va disputer son 7e quart de finale en 8 participations et qui a aussi entraîné la RDC jusqu'en 2013. Pour les joueurs, c'est formidable. Franchement, 23 joueurs qui n'ont jamais fait une Coupe d'Afrique. Ils gagnent pour la première fois un match de phase finale. Puis ils gagnent une deuxième fois pour un match de phase finale. Cerise sur le gâteau, David contre Goliath, il y a le quart de finale contre la RDC. On connaît le potentiel, la qualité, la puissance, le talent de la RDC. Mais il va falloir avoir une nouvelle bonne lecture tactique pour essayer de les enquiquiner un petit peu. Dans le calme de leur hôtel, le temps ne passe pas assez vite pour des Congolais impatients d'en découdre. Ah, le gang des Amiénois. Arnold Boukamoutou, Marvin Baudry. On s'est retrouvés au hasard en plus à Amiens. Oh. Au hasard. Et au hasard en équipe. Je me suis jamais vu avant. Et au hasard en équipe nationale. Aussi. Ça c'est excellé par hasard. Mais ce n'est pas par hasard que les Congolais sont en quart de finale. 7 points marqués en phase de poule, aucun pays n'a fait mieux. Quoi qu'il arrive samedi, leur parcours est déjà réussi. Un petit affrontement entre voisins pour voir qui est le meilleur. Mais bon, je pense que le plus positif, c'est qu'un des deux Congos va passer en demi-finale.
Ça, c'est indéniable. Congo-RDC, ce sera donc samedi à 17h. Il y a 2 quarts de finale. Un samedi 17h, l'autre 20h30. Et pareil, le dimanche, 17h et 20h30. Et tous ces matchs auront lieu dans les 2 villes de l'ouest du pays. C'est la décision de la CAF qui, pour des raisons de sécurité, a décidé de modifier le programme et la localisation des matchs. Ce qui est une bonne idée, d'après Joseph-Antoine Bell. C'est la belle humeur. Dans un événement, quel qu'il soit, la sécurité des biens et des personnes est la préoccupation première des organisateurs. Pour avoir été à Ebébiyine, je puis affirmer que le stade de la ville est beaucoup trop petit pour accueillir un quart de finale qui oppose le pays organisateur, la Guinée équatoriale, à la Tunisie. Et donc, la décision de la CAF est une sage décision. Et je pense qu'on aurait forcément assisté à un drame en organisant ce match là-bas. Pour bien comparer, pour ceux qui vivent en France, il ne viendrait à l'idée de personne d'organiser un match de compétition France-Allemagne ou France-Brésil dans la ville de Sète ou dans la ville de Istres ou de Marignane. Quant au prétendu avantage que cela pourrait donner à l'équipe de Guinée équatoriale, je voudrais simplement rappeler qu'en 2014, le Brésil a subi sa plus grande humiliation en football en jouant dans un stade brésilien plein à craquer de supporters inconditionnels. Qu'en 2010, l'Afrique du Sud n'a pas pu passer le premier tour alors qu'elle jouait à la maison dans des stades flambant neufs pleins à craquer. Et donc, ce prétendu avantage, on voit bien qu'il n'existe pas. Je voudrais dire que nous serions bien inspirés de juger le présent à la lumière du passé. Joseph-Antoine Bell, le consultant de RFI, qui nous prête également ses humeurs, et elles sont souvent belles, sur la CAN. Pendant cette CAN, donc les 2 matchs auront bien lieu à Bata et à Malabo. Ce soir, donc, le Cameroun est passé à la trappe, chassé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Une première réaction camerounaise avant de se quitter, celle de Stéphane Mbia. Stéphane Mbia, le milieu de terrain camerounais. Et vous entendez également Wilfried Bony, l'attaquant ivoirien. On est sur le terrain. Ça a été une déception parce qu'on ne s'est pas qualifié. Mais je pense qu'il faut positiver parce que l'équipe est très jeune et le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Bien sûr, c'était pour nous vraiment important de gagner aujourd'hui. L'esprit de groupe a été très bien entamé aujourd'hui. Surtout que nous avons pressé dès le départ et puis essayé de contrôler le jeu. Et puis c'est arrivé au moment où on a marqué, donc on a su contrôler le match et puis gérer jusqu'à la fin. Ah bon ? Voilà, la réaction de Wilfried Bony. Le programme de ces quarts de finale, regardez ce qui vous attend ce week-end. 17h Congo, RDC, 20h30 Tunisie, Guinée équatoriale. Entre les deux, il y aura Viva Africa avec Romain Delbello. Et puis dimanche, 17h, Ghana, Guinée ou Mali. On le saura demain à l'issue du tirage au sort. Et 20h30, la Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Merci Patrick Bomba, merci à Rigobert Song, merci Philippe Doucet. On se retrouve très vite sur les antennes de Canal. On se quitte avec Viva Zap, préparé par Constance Pellegrin. À très bientôt. S'il vous plaît, on est un point. Écoutez, s'il vous plaît, nous respectons les uns les autres. Merci. Avec une rivalité, mais aussi beaucoup d'amitié. Donc voilà, c'est un très beau match en perspective. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le plus positif, c'est qu'un des 2 Congos va passer en demi-finale. En conférence de presse, est-ce qu'on peut se respecter les uns et les autres? Merci. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes frères, vous êtes siamois. On est cousins éloignés. Cousins éloignés quand même. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Ah oui. C'est un match particulier, c'est comme un espèce de petit derby entre les 2 Congos. Donc voilà, c'est surtout un match à ne pas perdre. Si tu manges que de la salade, tu vas pas grossir. Ouais, c'est pour ça que je mange que de la salade. Pour pas grossir. Salade et viande blanche poulet. Le riz, ça fait du bien.
S'il vous plaît, pour ceux qui vont continuer à crier, je peux demander la sortie de ces journalistes. Merci. On continue. Et la Panenka, il a osé, Kevin Constant, quel culot!